Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler du TDAH. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mon quotidien avec 3 personnes TDAH, mon mari, ma fille et mon petit tourbillon. Alors, commençons au commencement. En fait, dans notre famille, nous avons d'abord commencé par découvrir le TDAH de notre petit dernier à la visite des 3 ans chez la pédiatre qui avait fait une formation sur le TDAH, donc était spécialisée en plus d'être pédiatre en TDAH, ce qui est très rare chez les pédiatres. Et moi, quand elle m'a donné ce diagnostic, j'étais soulagée. En fait, c'est un diagnostic qui a été fait très très rapidement. Et je pense que quand les enfants ont un TDAH très très fort, il n'y a pas besoin de faire 15 millions de tests à droite à gauche. Tout ça, ça coûte de l'argent. C'est extrêmement stressant pour l'enfant. Il faut aussi de temps en temps penser aux patients. Donc moi, le mien, il avait vraiment un TDAH extrêmement fort. En fait, pendant la visite des 3 ans, où elle notait différents critères donc de santé d'un enfant lambda, mon fils, il avait un petit coin jouet, et puis il jouait pas du tout dans le coin jouet. Il courait dans tous les sens dans le cabinet qui n'était pas très grand. Il ouvrait tous les tiroirs, il montait sur la table dessous, enfin moi je savais plus où le mettre. Et c'est là que vraiment elle me dit, mais il est comme ça à la maison? J'ai dit oui, tout le temps. Et là, elle commence à me poser d'autres questions, puis elle me dit, mais en fait, il a un TDAH. Donc en 5 minutes, ça a été posé, et ça m'a soulagée parce que c'est un enfant qui, depuis ses 2 ans, il était intenable. C'est-à-dire que toute la journée, il faisait le rallye, il courait à droite, à gauche, il pouvait rester nulle part, il pouvait pas aller on pouvait pas, par exemple, l'emmener au square. Son but, c'était de sortir, en fait, de courir. Il avait cette espèce de trop plein d'énergie, voilà. Donc c'est comme ça que, dans un premier temps, on a eu ce diagnostic. Donc il a été faire la psychomotricité. J'en profite au passage pour dire que normalement, donc la pédiatre m'a envoyé au centre médico pédagogique, et en fait, il n'y avait pas de place. Et je vais vous dire tant mieux, parce qu'en fait, la personne au téléphone qui m'a répondu, alors que j'étais quand même envoyée par un médecin, c'était pas de moi-même que je venais, m'a vraiment prise de haut, comme si en fait j'avais un petit peu inventé ce diagnostic TDAH, ou que j'étais une mère. En fait, elle disait pas comme ça, mais le ton, enfin, et elle me disait de toute façon, il y a une liste d'attente de 6 mois. Et moi, je n'en pouvais plus. Hors de question que j'attende 6 mois. Donc, comme la pédiatre m'avait dit, il faut qu'il fasse la psychomotricité, j'ai dit, c'est pas grave, on va essayer de trouver une psychomotricienne en libéral. Et on a trouvé super facilement. Par contre, le problème, et heureusement que j'avais pas réfléchi à ça, c'est que au CMP, tout est gratuit, et là, tout est payant, et je découvre avec stupéfaction que les séances de psychomotricien, même recommandées par un médecin, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça, c'est quand même un énorme scandale. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi on ne rembourse pas les séances chez un psychomotricien. Voilà, donc dans le même cabinet, il y avait une orthophoniste qui était remboursée. Donc je ne comprends pas. C'est une spécialité tellement fondamentale qui s'est reconnue, le diplôme est reconnu par l'État. Donc voilà, c'est un mystère. Bon, nous, on n'a pas réfléchi au côté fric. On s'est dit, on y va, on serre la ceinture. Ça coûte cher, mais voilà, les résultats sont là. C'est que mon fils, il a 9 ans et il est parfaitement inséré dans sa vie scolaire. Il n'a plus cette espèce de surexcitation qu'il avait non-stop. Il est capable de se poser. Bon, il reste TDAH, mais il suit une scolarité normale. Il a des amis, il fait des activités. C'est un enfant, voilà, il n'a pas besoin d'AVS, il n'a pas besoin de médicaments. Donc vraiment, la prise en charge précoce en psychomotricité, c'est très efficace. N'attendez pas.
Donc nous, notre enfant, il a été pris dès 3 ans. N'attendez pas 6 ans, où en général, les neuropsies posent un diagnostic à 6 ans. N'attendez pas, parce que ces gens-là, si vous voulez, ils sont encore de l'école psychanalytique, où on voudrait dire, oui, c'est normal qu'un enfant bouge beaucoup. Alors, il a bougé beaucoup, il n'est jamais exposé. Et en fait, ces gens-là ne vivent pas avec des enfants de TDAH. Mais voilà, moi, c'était mon 3e enfant, je voyais bien la différence avec les autres. Donc, non, le diagnostic TDAH, on peut le poser dès 3 ans. Et en tout cas, si on ne veut pas le poser, quand on a un enfant qui est super agité, qui n'a pas des raisons derrière psychologiques, comme par exemple un problème dans la famille ou parfois une maltraitance, il n'y a pas de raison de se priver, d'aider l'enfant à aller mieux, de lui donner une grande chance de s'insérer dans la vie. Donc, direction la psychomotricité, si vous avez un enfant très agité, allez-y, ça ne pourra lui faire que du bien. Donc moi, je commence à me former en fait sur le TDAH parce que je me rends compte que c'est un trouble extrêmement complexe. Et donc, je finis par me rendre compte que sa grande sœur, qui a donc 6 ans de plus que lui, elle aussi, elle a un TDAH. Et je commence à vraiment mieux comprendre en fait son comportement. Alors elle n'était pas agitée comme lui, elle était dynamique, voilà, c'était un peu la sportive, mais elle était quand même capable de se poser. Par contre, il y avait beaucoup de choses chez elle qui me posaient problème. Effectivement, elle était incroyablement tête en l'air, incroyablement bordélique, et elle était de plus en plus dans l'opposition. Et moi, je n'en pouvais plus. Et aussi avec une tendance aussi à la négativité. Et tout ça, ça fait partie des symptômes du TDAH auxquels on ne pense pas forcément, puisque je rappelle que le TDAH, il y a 3 symptômes. L'agitation motrice ou hyperactivité, l'impulsivité, le déficit d'attention, et puis voilà le 4e symptôme qui est donc la dysrégulation émotionnelle. Et donc ma fille, elle avait beaucoup de dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire donc des difficultés à gérer de manière acceptable ses émotions et avec une tendance donc à s'enfermer soit dans la tristesse, soit dans la colère. Et c'est très très dur à vivre évidemment pour elle et pour son entourage. Donc elle aussi, elle est allée en psychomotricité et ça lui a fait pas mal de mal, pas mal de bien. Ça ne lui a pas fait de mal. Et puis évidemment, plus le temps passait, plus je me rendais compte que mon mari aussi, c'était évident, c'était lui qui leur avait refilé le TDAH, on va dire, par les gènes. Parce qu'en fait, voilà, mon mari, c'est quelqu'un qui est incroyablement impulsif, très instable, qui change constamment d'avis, qui ne sait pas m'écouter. Il me coupe 15 millions de fois la parole. Quelqu'un aussi, voilà, qui peut, quand il est dans des colères comme ça, quand il est contrarié, il va partir dans des colères qui vont durer des jours entiers. Donc voilà, c'est un caractère qui est pas évident à gérer. Malheureusement, pour les adultes, il n'y a pas de traitement. Parce que mon mari, lui, c'est plutôt ce qui est dur à gérer, voilà, ça va être au quotidien avec sa famille, mais socialement, il arrive à s'insérer, il a un travail, etc. Donc, il n'y a pas, voilà, il y aurait des thérapies peut-être cognitivo-comportementales, mais ça, mon mari ne veut même pas en entendre parler. Voilà, il est djiboutien, il vient d'une culture où les psys, on ne connaît pas, on se méfie, on se dit encore un truc de blanc. Et sinon, il y a la méditation pour l'aider vraiment à gérer ses émotions. Mais là, j'essaye, et puis vraiment, rien à faire. Mais bon, je ne désespère pas. Donc voilà, au quotidien, donc j'ai mon mari, ma fille et mon fils qui ont un TDAH. Comment ça se passe au quotidien? Alors, mon tourbillon va commencer par lui. Donc lui, à l'école, ça se passe bien. Bon, il est quand même bavard. Voilà, mais il y a rien qui va le distinguer, on va dire, d'un enfant lambda. Voilà. Mais alors, à la maison, là, il redevient l'enfant de TDAH qu'effectivement, qu'il faut canaliser. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé donc de lui faire du sport et on l'a inscrit au judo, en fait. Et judo, c'est super parce que c'est la tête et les jambes. Il faut réfléchir, en fait, avant d'agir. Donc ça l'oblige à écouter, à se concentrer. Donc, on sent que ça lui fait du bien. Lui qui a ce côté comme ça, qui adorait depuis tout petit se jeter au sol. On ne comprenait pas trop pourquoi. Il se jetait, même en pleine rue, il pouvait se jeter par terre comme ça. Et après, il y a sa psychomotricienne qui m'avait expliqué qu'en fait,
ce sont des enfants qui ne sentent pas les limites de leur corps et c'est pour ça qu'ils peuvent se mettre en danger. Et donc c'est aussi pour ça on l'avait inscrit au judo parce que comme il voulait grimper partout, on voulait qu'il apprenne aussi à prendre conscience de son corps en fait, à avoir un bon schéma corporel, prendre conscience aussi des limites de son corps et apprendre à tomber parce que c'est vrai qu'au judo, on tombe beaucoup et donc ça permet d'apprendre une certaine souplesse, de pouvoir tomber sans se faire mal. Et c'est vrai que jusqu'à présent, mon fils n'a pas été aux urgences. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de TDAH qui vont régulièrement aux urgences, il s'est jamais rien cassé. Bon, il a quand même des petites cicatrices, notamment au niveau du crâne, mais ça n'a pas nécessité des points de suture ou des choses comme ça. Donc voilà, donc lui on l'a inscrit au judo, mais on s'est rendu compte que ça ne suffit pas, donc on l'a aussi inscrit à la musique, parce que c'est des enfants qu'il va falloir canaliser aussi par le mental, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils soient occupés au niveau mental. Donc il fait du piano et du solfège, donc il est obligé comme ça de se poser, d'écouter, et ça lui fait vraiment beaucoup de bien, même si c'est vrai que le côté discipline, je dois être derrière lui, je ne vais pas le dire fais ton piano tout seul, non, il faut vraiment, parce que un enfant comme lui, je lui dis fais ton piano, il va faire son piano en 30 secondes, il va dire j'ai terminé, aucune notion du temps, aucune notion de l'effort, de la persévérance, donc tout ça, il faut vraiment lui apprendre, et donc voilà, donc il fait un petit peu de piano 5 fois par semaine, il travaille à peu près 15 minutes, et puis il a une leçon de piano qui dure 30 minutes, et ça se passe bien. Au début, il était un petit peu sauvage, mais ça va. Maintenant, il pose moins de questions à son professeur de piano, il est plus concentré. Et puis, il se trouve qu'il a un talent vraiment pour la musique. Donc ça, c'est super parce que souvent, les enfants TDAH, on parle souvent de leurs défauts, mais ils ont aussi d'énormes qualités. Et ils ont souvent un don artistique. Et lui, il a vraiment le sens du rythme, le sens de la musique. Donc voilà, c'est super. Voilà, mais après, c'est vrai qu'au quotidien, il dort dans la même chambre que sa sœur, donc ça va pas mal se friter entre eux, ça va pas mal se provoquer aussi. Il y a énormément de provocations. C'est pour ça que c'est très important. Moi, je recommande aux parents d'enfants TDAH et aux conjoints de personnes TDAH de vraiment se former à ce trouble qui est incroyablement complexe, qui est peut-être plus complexe encore, je trouve, que l'autisme. Bon, c'est peut-être parce que je suis autiste moi-même que je dis ça, mais je trouve que ça a tellement de conséquences dans le quotidien. Déjà, il y a les 4 symptômes, et des 4 symptômes découlent tout un tas de comportements. Bon, vraiment, formez-vous, essayez vraiment de comprendre à fond, parce que, en fait, 95% des réactions de nos enfants, en fait, viennent du TDAH, donc il faut en tenir compte parce qu'on ne peut pas leur en vouloir, même s'ils font des choses qui sont insupportables, même s'ils font trop de bruit, ils cassent des choses. Alors le mien, il adore fouiller dans les affaires des autres, donc là on a essayé aussi de mettre en place des stratégies, mais il faut savoir qu'ils ont du mal quand même à se contrôler. Donc voilà, donc en ce moment, je travaille avec lui un point qui est vraiment très 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 pénible, qui est de contester toutes les consignes que je lui donne. C'est-à-dire, je lui dis de faire un truc et il commence à faire un commentaire. Donc ça, c'est vraiment pénible. Il faisait ça aussi à l'école l'année dernière, en CE1, et puis d'ailleurs, ces instituteurs m'avaient convoqué pour qu'on en parle, et puis ça s'était bien amélioré, et cette année, il ne fait pas du tout. Par contre, à la maison, il fait toujours. Donc là, on commence à mettre en place vraiment des stratégies éducatives pour vraiment stopper de plus en plus ce côté comme ça insolent que beaucoup d'enfants TDAH développent avec le temps, et il faut vraiment essayer de prendre en charge cela, parce que sinon ça va donner des enfants insupportables. Ils ont énormément besoin de limites, de cadres en permanence. Par contre, on met des limites, si vous voulez, d'un ton ferme, mais on s'énerve pas, on crie pas. Si on donne des punitions, c'est pas des punitions en fait pour humilier l'enfant, parce que l'enfant il ne fait pas exprès. Même, vous voyez, les enfants TDAH sont extrêmement impulsifs. Verbalement, ils peuvent dire des choses blessantes. Et en fait, c'est parce qu'ils ne se contrôlent pas. Donc, on essaye de leur apprendre, à apprendre à se taire, à essayer de contrôler peu à peu. Mais s'il y a des punitions,
Déjà, on les aura prévenus pas mal de temps en avant que s'ils maintenaient ce comportement, il y aurait une punition. Ça va être une punition intelligente, une punition adaptée. Voilà, c'est juste pour lui faire prendre conscience des limites et pour qu'il apprenne à réparer ses bêtises. Donc, c'est vraiment important. Alors, après le petit, parlons de sa sœur. Alors, sa sœur, j'avais pas de problème particulier à l'école. On me disait juste que elle était tête en l'air, etc. Mais sa scolarité se passait bien. Donc elle, on a découvert son TDAH, elle avait 10 ans. Donc elle a fait la psychomotricité. Et ça l'a aidé quand même à être mieux organisée. Donc elle n'a pas besoin d'AVS. Bon, elle oublie régulièrement des affaires, mais ça reste relativement gérable. Et moi, ce que j'ai fait, donc, alors elle aussi, elle fait un sport pour se défouler parce qu'elle est super sportive. Donc, elle fait du tennis et elle aussi, elle fait du piano. Donc ça, c'est bien. Donc, elle a beaucoup de mal avec la discipline. Par contre, elle est dans un mode, on va dire, très, très flemmard, certainement l'adolescence puisqu'elle a 15 ans. Mais voilà, avec le temps, j'essaye de la responsabiliser et ça fonctionne très bien parce qu'en fait, les enfants TDAH, ils aiment se rendre utiles. Ils aiment rendre service. Et donc elle, je lui confie vraiment des petites responsabilités pour s'occuper de son frère, faire des choses dans la maison, etc. Et tout ça, c'est très très bien parce que ça leur permet justement de s'organiser, de se canaliser. Et alors elle, le point vraiment qui était le plus dur à supporter chez elle, c'était sa dysrégulation émotionnelle. Et là, la psychomotricité ne faisait strictement rien. Donc du coup, j'ai pris le taureau par les cornes et donc j'ai beaucoup bataillé pour 2 ans presque. Et puis maintenant, elle médite tous les jours parce que c'était insupportable. Elle partait comme ça dans des moments de noirceur psychologique. Elle n'était pas bien et elle communiquait à tout le monde parce que c'est ça qui est quand même, j'ai jamais compris pourquoi, mais les personnes TDAH ont cette malédiction ou ce don, enfin, de transmettre leur mauvaise humeur aux autres. C'est-à-dire que leurs mauvaises ondes, ils peuvent gâcher. Je me souviens le nombre de fois où notre fille, on était en sortie, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elle n'était pas bien, et elle gâchait l'ambiance. Uniquement par, même sans forcément trop parler, mais par son attitude. Et elle n'était pas bien, donc du coup, voilà, j'ai bataillé pendant 2 ans parce qu'elle voulait pas méditer. Et c'est vrai que rester assis sans rien faire, parce que c'est un petit peu ça la méditation, c'est un petit peu quelque chose de contre-naturel pour une personne TDAH. Et pourtant, c'est ce qu'il y a de plus efficace contre la dysrégulation émotionnelle. Donc j'ai bataillé, je lui ai montré qu'il y avait plein de gens qu'elle aimait qui faisaient la méditation. Je lui ai donné des stratégies, on commence par des petites méditations. Puis on y va progressivement. Donc finalement, elle a accepté parce qu'il faut dire qu'elle me voit méditer. Son grand frère aussi, qui n'est pas, qui est TSA, qui n'est pas TDAH, médite aussi. Donc elle a quand même des exemples parce que les enfants de TDAH ont énormément besoin d'avoir des exemples. Faut pas leur demander de faire quelque chose s'ils ne connaissent personne qui le fait, etc. Ils n'arriveront pas en fait. Ils ont toujours besoin d'avoir un exemple concret, motivant, voilà, devant eux. Donc, ça fait maintenant, je crois, 2 ans que ma fille médite, si je ne m'abuse, et bah, ça y est, sa dysrégulation émotionnelle a disparu. Donc ça, c'est génial. Elle a juste les hauts et les bas de l'ado lambda, mais elle est plus dans ces périodes comme ça où elle s'enfermait dans une espèce de tristesse, etc. Voilà. Puis on discute beaucoup, je lui donne pas mal de conseils aussi quand elle est, parce qu'elle est vraiment à fleur de peau. La moindre injustice, elle va effectivement le prendre très très mal. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve chez les enfants de TDAH et chez les enfants de TSA. Ils ne supportent pas l'injustice. Mais je lui fais remarquer aussi que elle aussi, elle peut être injuste parce que les enfants de TDAH et les adultes TDAH, en fait, ont cette tendance de pouvoir avoir un comportement très injuste envers d'autres personnes. Mais ils ne s'en rendent absolument pas compte. Voilà, donc du coup, ben voilà, elle a une période difficile où elle supportait pas son frère, son petit frère, et puis ben moi j'ai essayé de toujours maintenir les liens, de toujours lui demander de s'occuper, voilà, par petits bouts de son frère. Et puis là, ça fait un bon bout de temps maintenant que ça va beaucoup mieux entre eux, même elle l'adore, et donc vraiment, elle s'occupe vraiment bien de lui, elle emmène en promenade, donc bon, il se passe peut-être pas une journée sans qu'ils s'insultent. Mais bon, ça retombe et ils finissent toujours par se dire bonsoir le soir en se faisant un petit câlin. Donc
voilà, de toute façon, une journée TDAH, c'est jamais en ligne droite. C'est ça qu'il faut le savoir. En monde TDAH, il y aura forcément des montagnes russes. Mais il faut s'habituer à ça et toujours essayer de rester le plus calme, le plus positif possible et se dire que voilà, euh, ils ne font pas exprès d'avoir ces réactions comme ça qui nous fatiguent, qui nous agacent. Mais voilà, c'est dû à leur TDAH. Et je pense que si on a vraiment cette habitude de prendre du recul, les choses finissent voilà, par se décanter. Alors, mon mari. Donc, comment ça se passe de vivre avec un adulte TDAH? Ça, franchement, je veux dire, c'est très très dur. D'ailleurs, mon mari, on est mariés depuis 19 ans. On a été séparés pendant 3 ans. Euh, voilà. Ce qui est très très dur avec mon mari, c'est que il avait cette tendance très dominatrice que je pense on va retrouver chez beaucoup de TDAH. C'est-à-dire qu'ils veulent que les choses soient faites comme eux, ils pensent qu'elles doivent être faites, en fait. Et comme les personnes TDAH, même à l'âge adulte, hein, alors je lis parfois que le TDAH diminue, etc., mais je peux vous dire que mon mari, il est très très TDAH, il n'a jamais été détecté, jamais suivi, et c'est quelqu'un voilà, qui a cette tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête, en privé. Bon, dans son milieu professionnel, il se contrôle, donc il a jamais eu de problème dans le milieu professionnel, comme certains TDAH peuvent avoir... être renvoyés parce qu'ils font pas leur travail à temps ou avoir des problèmes relationnels. Non, lui, il a jamais eu ce problème-là parce qu'il a toujours choisi un travail qui lui correspondait en fait. Et mais par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait cette tendance à vouloir que les choses soient faites comme lui et puis vraiment le côté vraiment de dire tout ce qui passe par la tête. Donc c'est vrai que c'était pas évident de vivre avec lui au quotidien pour ça. Mais quand il était bien, c'était vraiment quelqu'un de voilà qui était une personne voilà très dévouée à sa famille. C'est quelqu'un de dévoué à sa famille, de positif au quotidien, de plutôt voilà joyeux, dynamique. Donc ça, c'est le côté super sympa des personnes TDAH. Donc nous, on a été séparés pendant 3 ans et ça a été donc en fait mon mari m'a quitté. Encore une de ces fameuses impulsivités parce que mon mari est extrêmement impulsif. Voilà, parce qu'il faut savoir que les 4 caractéristiques des TDAH ne sont pas forcément réparties de la même façon chez les uns et chez les autres. Et mon mari, lui, ce qu'il y a, c'est vraiment quelqu'un de très impulsif. Et donc, en fait, il m'a quitté comme ça, et parce qu'il a une impulsivité. Bon, on sait pas trop pourquoi. Et bon, on est toujours resté en contact, en fait. C'est parce qu'il y a le côté affectif. Les personnes TDAH sont très, très particulières en cela. C'est que elles... quand elles aiment quelqu'un, c'est pour la vie. Et donc, il me quitte, mais voilà, quelque part, il avait toujours des sentiments pour moi. Mais bon, on a mis 3 ans quand même à se remettre ensemble parce que moi, j'avais mes problèmes de santé. Donc, il était hors de question que je me remette avec une personne instable qui me crée tellement de stress si moi-même j'allais pas mieux, si lui-même ne changeait pas. Donc, en fait, ces 3 années, ça a été une pause finalement qui ont permis un petit peu, moi, voilà, essayer de voir ce dont j'avais besoin au quotidien. Parce que souvent, les personnes TDAH vont se mettre en couple avec quelqu'un qui va être leur opposé. Et moi, j'étais, c'est vrai, dans le couple un petit peu celle qui suivait. Et ça ne fonctionne pas longtemps dans un couple avec une personne TDAH. Il faut pas laisser le TDAH diriger tout parce que ça vire à la dictature. En fait, la personne TDAH, elle a besoin d'énormément de répondants. Et ça, je l'ai compris. Et depuis qu'on est ensemble, vraiment, je suis beaucoup plus stricte quand il y a des comportements chez lui qui me blessent ou qui me stressent, dont il n'est pas forcément conscient. C'est ça, même si c'est un adulte, il faut toujours se dire qu'il n'est pas forcément conscient de par exemple, me stresser ou de me blesser. Et parce que voilà, que ça soit des paroles malheureuses qui sortent comme ça, ou le fait, par exemple, moi, j'ai énormément besoin, en bonne aspi, d'avoir des moments de tranquillité dans ma chambre, faire mes activités. Et c'est vrai que là, j'ai dû vraiment être très strict, dire voilà, de telle heure à telle heure, faut pas me déranger, parce que de lui-même, il n'arrivait pas en fait, si je m'étais pas une limite très stricte, à se dire ok, je vais la laisser tranquille, elle a besoin de faire ses trucs. C'était voilà son impulsivité, son agitation motrice, etc. Donc en fait voilà, il a beaucoup plus de répondants en face de lui, donc du coup, ben, les choses se passent vraiment vraiment bien, en fait, depuis qu'on s'est remis ensemble, ça fait un peu plus de 6 mois. Mais c'est vrai que, voilà, il a encore
ce problème de dysrégulation émotionnelle, à savoir que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui le contrarie, il part dans une colère, etc. Donc moi, ce que je fais dans ce cas-là, maintenant, j'essaye de prendre voilà vraiment du recul, c'est-à-dire faut pas rentrer, ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire, notamment grâce à la méditation, face aux colères de la personne TDAH, c'est leur colère à eux. Ça les concerne eux, ça ne nous concerne pas. Il faut pas se laisser affecter. Et puis je lui fais remarquer au bout d'un moment que c'est bon, il serait peut-être temps de revenir à la normale. Et qu'il faut pas non plus tout dramatiser, etc. Donc là maintenant, voilà, il commence à comprendre. Et puis je lui dis quand il est plus en colère, voilà, je lui dis voilà, ton comportement, c'est pas normal, c'est complètement disproportionné, etc. Parce que les personnes TDAH, elles sont disproportionnées dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que quand elles aiment quelqu'un, elles peuvent vraiment faire tout pour cette personne. Et puis, quand elles sont en colère, mais elles sont très, 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 très injustes. Donc, j'essaye vraiment, voilà, de lui faire remarquer ça pour qu'il en prenne conscience parce que avant qu'on soit séparés, je subissais ces comportements, mais je n'avais pas moi-même ce recul-là et je n'étais pas capable de lui communiquer que ces comportements, en fait, nous faisaient beaucoup de mal, en fait. Donc voilà, grosso modo, les choses vraiment s'améliorent, vont beaucoup mieux. Moi, ce que j'apprécie vraiment chez mon mari, c'est que il est incroyablement serviable. Bon, moi, quand j'ai mes problèmes de santé, en fait, il fait tout à la maison, la cuisine, le ménage, les courses. Donc ça, c'est vraiment agréable de pouvoir me reposer sur quelqu'un. Et moi, je suis plutôt le côté éducatif. Il aime beaucoup, voilà, emmener notre petit dernier faire du sport. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, une personne TDAH peut avoir des comportements qui ne sont pas acceptables, mais elle n'est pas forcément consciente. Elle n'en est pas consciente et surtout, elle ne le fait pas exprès. Et c'est ça qui est difficile à admettre pour une personne adulte. Parce qu'autant on peut se dire, bon, un enfant, on peut lui pardonner, mais c'est vrai que se dire qu'une personne adulte peut vous blesser sans en être consciente, c'est vrai en fait que finalement, moi je sais, c'est pour ça que je lui ai pardonné de beaucoup de choses, parce que je me suis rendu compte que vraiment ces comportements venaient de son TDAH, qu'il a jamais voilà été détecté, jamais suivi, donc c'est difficile pour un adulte qui a la quarantaine de se remettre en cause, etc. Mais l'amour, voilà, peut tout, voilà, on s'aime, mon mari m'aime, il sait voilà, que quand on aime quelqu'un, il faut faire des efforts, il faut changer, et je pense que c'est ça, les personnes TDAH, quand elles aiment quelqu'un, normalement, c'est pour la vie, et c'est vraiment, il faut s'appuyer sur ça, sur cette force de l'amour pour voilà, qu'il y ait des prises de conscience, des efforts, et voilà, apprendre aussi à demander pardon, à s'excuser. Les personnes TDAH ont tendance à vite oublier leurs bêtises et il faut leur rappeler régulièrement pour un petit peu que ça leur serve de leçon. Mais voilà, donc je pense que ce qui fait que notre famille se porte bien, c'est que voilà, on est une famille vraiment où il y a beaucoup d'amour qui circule, beaucoup de joie aussi. Et voilà, en fait, c'est pas impossible d'être heureux en couple avec une personne TDAH, mais c'est vrai que ça demande quand même une prise de conscience de ce que c'est que le TDAH et un positionnement. Voilà, la personne qui n'est pas TDAH doit vraiment avoir beaucoup de force en elle, se positionner, c'est ce que demandent les personnes TDAH. Elles ne demandent que ça, d'avoir du répondant, d'avoir des limites, elles en ont vraiment besoin. Et voilà, et partager de bons moments, voir le côté positif aussi. C'est très important parce que le TDAH n'est pas uniquement que des défauts, c'est plein de qualités. C'est vrai que quand on vit avec des personnes TDAH, on s'ennuie jamais, il se passe toujours quelque chose, voilà. Donc c'était mon petit message d'espoir si vous êtes en couple avec une personne TDAH, voilà. Et oui, on peut vivre toute sa vie, ou presque, puisque nous on avait quand même 3 ans de pause, avec une personne TDAH, avec une famille où certains membres sont TDAH et d'autres non. Voilà. Ce podcast est maintenant terminé, donc j'espère que ce podcast vous aura donné vraiment beaucoup d'encouragement à persévérer dans les relations parfois compliquées avec les membres de la famille TDAH, que ça vous donnera aussi pas mal de conseils voilà, sur les démarches à suivre.
Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me mettre tout ça en commentaire. Merci de liker et de partager pour faire mieux connaître le TDAH au quotidien. À très bientôt sur Happy Aspie Talk.